L'association toulousaine Parle avec elle présente Parle avec les pépites, à l'occasion du 7e marché des créatrices. Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. C'est pas souvent qu'on a un espace pour pouvoir montrer nos créations et partager aussi entre nous toutes et voir qu'on n'est pas seul. Un cachivache est une chose cassée ou inutile. C'est vraiment un acte magique. Une tentative de capter, de faire durer l'instant. Se lever tous les jours en se disant « Ah, c'est génial, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui et qui va pouvoir peut-être plaire aux gens ?» Partir à la rencontre de celles qui ont décidé de se lancer, d'inventer, de donner vie à leurs émotions au travers de leurs créations. Elles sont bijoutières, plasticiennes, couturières, cachivartistas, coachs de vie, ébénistes, épicières ou encore céramistes. Des parcours, des âges, des origines diverses, mais une même envie de travailler de façon singulière et apporter sa pierre à l'édifice de notre société tremblante. Au micro, Oriane Marty. Épisode 2, où il est question d'envie et d'obstacles. Il est 10h. Morgane, Julie, Claire et Annabelle arrivent les unes après les autres et s'installent dans le salon d'accueil du local de l'association. Réunies autour du café matinal, c'est le moment des présentations. Julie et Annabelle créent des bijoux en résine. Morgane coud des articles d'intérieur en tissu. De son côté, Claire est coach en développement personnel et énergéticienne. Après, vous coupez en fait, c'est ça ? Oui, on va pas tout garder. Au fond de la grande salle de réunion, 2 fauteuils en cuir. Tour à tour, elles s'installent face à moi. Un dispositif intimiste grâce auquel elles se révèlent progressivement. Les entretiens commencent toujours de la même façon. Un peu d'appréhension, un rire embarrassé, des mots qui hésitent. Dans ces moments privilégiés, nous abordons leur parcours de femmes entrepreneurs, leurs obstacles et réussites, avec comme fil rouge le sujet fâcheux de leur propre légitimité. Des récits singuliers qui laissent éclore un dialogue émancipateur, nécessaire et inspirant pour continuer à faire bouger les lignes. Première partie, les déclics. Je me présente souvent comme créatrice artisane, mais en fait, je crois que je suis surtout entrepreneur. Annabelle. Entrepreneur, c'est que je suis aussi comptable, communicante, je suis agente commerciale, je suis à la recherche de partenaires, je suis secrétaire. Voilà, et donc je suis aussi celle qui va chercher les fournisseurs, celle qui fait les tableaux de vente, celle qui gère ses points de vente et celle qui crée son stand. Voilà, c'est l'occasion de mêler tout ce que je sais faire dans une seule entreprise. C'est une espèce de parenthèse créative pour un esprit bordélique. Donc pour moi, l'Annabelle, c'est vraiment de la création, de l'animation d'atelier et s'engager pour les choses qui me semblent importantes. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Morgane. Déjà, le fait de sortir des études pleines d'ambition en ayant en tête les phrases que nous disaient nos professeurs. Oui, vous allez forcément trouver un emploi à la sortie, vous allez être bien rémunéré, ça va être super. Et la réalité de l'emploi qui est que c'est un domaine bouché. En fait, vraiment bouché et c'est très difficile de rentrer sans piston, sans connaissances. Et au bout d'1 an à faire des recherches intensives sur un poste donné, je me suis dit, ok, je ne trouverai pas en fait, de métier qui colle avec ce que je veux faire, donc je vais monter ma boîte. Mais ça a pris du temps avant de s'affirmer et d'être sûr de soi et d'être sûr qu'on est capable de le faire. En fait, au départ, j'ai fait un master développement logiciel en informatique, donc j'ai fait des études parce que c'est plus ou moins ce qu'on attendait de moi. Julie. Ça me plaisait pas plus que ça, mais comme je savais pas quoi faire d'autre et que j'y arrivais, c'était plus facile de continuer. Sauf qu'à l'obtention du master, là, il y a eu une grosse remise en question et je me suis dit qu'en fait, je me suis rendu compte déjà qu'on n'était pas obligé de travailler dans un bureau
Et voilà, j'ai préféré ne pas me lancer là-dedans. Au départ, en fait, c'est en ramassant des coquillages sur la plage que m'est venue l'idée de créer mon entreprise pour faire des bijoux. J'y pensais depuis un moment, et puis tout d'un coup, je sais pas, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, on y va, on essaie. Et j'ai commencé à les mettre sur Etsy, mes créations, sous le nom de Coquillage et Clitoris. Et en fait, ça a pas mal marché. Enfin, dès le début, je m'y attendais pas. J'ai eu des ventes un peu partout dans le monde. Donc voilà. Il y a eu une période où il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas à l'origine du métier, qui se lançaient pour fabriquer par exemple des lingettes démaquillantes en tissu ou des petites panières, des choses comme ça, ou des bavoirs. C'est des choses qui sont très simples à réaliser et c'est vrai que sur Instagram, ça avait l'air de bien marcher. Et je me suis dit, mais ça, je peux le faire en fait. J'ai les capacités pour, j'ai les cartes en même, j'ai une machine, je peux le faire. C'est ce genre de produit où je me suis dit, mais en assemblant 2 carrés, je peux gagner 5 €, mais j'y vais quoi, j'y vais. Et je pense que c'est ce genre de moment-là qui m'a fait me dire, ok, c'est bon, on essaie. Ça a toujours été là. Mes 2 grands-mères étaient couturières, mon père est musicien autodidacte, ma mère a toujours fait de la peinture, de la cuisine et à peu près toutes les 1001 choses qu'on pouvait faire avec ses 2 mains dans la maison. Et du coup, j'ai toujours créé des choses et des machins. J'ai toujours fait de la bidouille. Concrètement, l'Annabelle, ça a né en 2014, après avoir retapé tous les meubles de mon premier appartement avec mon compagnon. Et à cette époque-là, je trouve un livre dans une poubelle, qui est un livre de linguistique, les précédentes études que j'ai faites. Et pour moi, j'y vois une magnifique coïncidence. Et je dézingue ce livre aussi, histoire de mettre un terme à ces études de linguistique qui ont été interminablement longues. Et je me mets à faire des origamis avec, que je vais résiner et que je monte sur mes bijoux. Je fais 1 paire, 2 paires, 3 paires, 40 paires, 50 paires. Et mon compagnon me dit, très bien, ça te sert à rien, tu ne les portes pas, il faut que tu les vendes. En février 2019, je rentre d'un séminaire de 4 jours à Londres Claire. où je viens d'aller voir un coach connu à l'international qui s'appelle Tony Robbins et où j'ai pu expérimenter un séminaire à 16 000 personnes où j'ai marché sur le feu, sur les braises et où je suis rentrée et où je me suis dit, en fait, là, ce que j'ai vécu pendant 4 jours, c'était un truc de fou et je peux pas ne pas le transmettre. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais être coach, en fait. Enfin, je sais pas, je vais trouver une façon pour transmettre ça. Parce que c'est tellement puissant et ça peut tellement changer la vie des gens. Et ça a tellement fait un déclic dans la mienne que j'ai dit, c'est pas possible de garder ça pour moi, quoi. Fallait que ça sorte, que ça soit transmis. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'il y a eu ce déclic. J'ai 1000 idées à la minute, constamment. Je me suis fait un cahier parce que j'ai pas le temps de tout faire. Je sais pas si ma vie suffira. C'est-à-dire que je me dis, tiens, je ferais bien des bougies. Et je dis, bien, je le fais pour moi. Et puis je me dis, est-ce que ça pourrait pas avoir sa place dans mon entreprise ? Et donc tout devient travail parce que c'est mon métier. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même que je déconnecte et que je fasse des choses pour moi. Et ce cahier, c'est l'occasion d'avoir 5 ans et demi avec des idées d'entreprise. Donc, je le sors en réunion, j'en suis hyper fière parce qu'en tant que créatrice, tu as complètement le droit d'avoir des cahiers avec des gommettes. Voilà. Donc, je me pointe à des réunions avec, par exemple, des associations de quartiers prioritaires de la ville, tu vois, et quelqu'un qui représente la mairie. Tout le monde sort son ordinateur et moi, je sors mon cahier, je sors mes gommettes, je sors mes stylos en couleur et mes stylos dorés et tout le monde fait oh, « ça se voit vraiment que vous êtes créative ». Et tout le monde trouve ça normal. Et donc voilà, c'est vraiment génial. Et donc ce cahier, il est catégorisé par les collaborations, les collections, les idées en vrac et il y a une 4e partie que j'ai pas là. Voilà. Si, et les inspirations, mais j'arrive pas à mettre des trucs dessus.
Après, c'est de l'organisation, hein. C'est les fameuses to-do list, pour se dire, pour rien oublier entre la vie de famille, la vie de maman, la vie de couple, la vie pro, voilà. Comment on fait pour s'en démener de tout ça? On travaille quand elle est à l'école ou quand elle dort. Clairement, moi, c'est parce que les moments que j'ai avec elle, ils sont précieux et que j'ai envie d'en profiter. Plus nous avançons dans les conversations, plus je suis surprise d'entendre à quel point le doute et la remise en question de soi, de ses capacités à entreprendre, sont des sujets présents dans leur parcours. À différentes intensités, bien sûr, suivant leurs âges, éducation, milieu social. Pourtant. Lors de la préparation de cet épisode, j'avais envie de m'extraire des fameuses questions « Est-ce que c'est plus dur parce que vous êtes des femmes ?» De fait, nous en faisons le constat ensemble, le sujet n'est pas complètement hors de propos. Et pour exemple, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, un rapport d'état des lieux du Conseil économique, social et environnemental intitulé « Femmes et entrepreneuriat » estimait que leur principal frein était l'accès au financement. Les levées de fonds pour des créations d'entreprises dirigées par des femmes n'étaient que de 5%. Les refus de demande de crédit étaient 2 fois plus élevés pour les femmes que pour les hommes. Ajoutons l'affreux constat que la crise du Covid est venue alourdir. Durant le premier confinement, parmi les femmes ayant poursuivi leur activité, 45% assuraient une double journée, en cumulant quotidiennement plus de 4 heures de travail et plus de 4 heures auprès des enfants. Ce qui n'était le cas que de 29% des hommes, selon l'enquête de conjoncture auprès des ménages mensuels, joliment siglée Enquête CAM. Les préjugés, l'autocensure, les inégalités structurelles et les stéréotypes de genre ont la vie dure. Alors peut-être est-il nécessaire de continuer à faire dialoguer ces voix. Deuxième partie, féminisme et initiative. Les modèles de réussite d'entreprise ou qui ont marché ou de succès, tout ça, c'est beaucoup des hommes. C'est très masculin. Je trouve encore, c'est en train de changer, mais je trouve ça très masculin. Et je trouve que le côté femme d'entreprise au féminin, justement, ça amène un autre aspect avec moins dans l'aspect combatif. Voilà, il faut être rentable, il faut produire, etc., etc. Et pour moi, le côté féminin dans l'entrepreneuriat, je le vois vraiment comme c'est cette puissance créatrice. Et voilà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit peu importe ce que tu fais, en fait, dans tous les cas, tu seras jugé, alors autant faire ce que tu as envie, quoi. Ça, c'est parce que c'est un truc souvent, j'ose pas, je me demande toujours ce que les gens vont penser de moi, tout ça, alors qu'en fait, on s'en fout, mais bon, c'est facile à dire, quoi. Enfin, je suis un peu timide, donc en fait, j'ai tout fait par moi-même, j'ose pas trop demander de l'aide, tout ça, et ce côté d'être toute seule, ça me bloque parce que j'aimerais bien partager un projet avec quelqu'un, être motivée, qu'il y ait quelqu'un qui me motive et avec qui on partage un projet, parce que tout seul, c'est quand même plus dur, en fait. Il faut s'entourer de gens qui sont positifs. Alors, on est beaucoup à s'être lancé vraiment. Il y en a beaucoup qui se sont lancés toutes seules. Et il faut une force et un courage incroyable. Et en fait, quand tu te lances et que tu te rends compte que tu es toute seule, se valoriser. Se dire, putain, je me suis lancée toute seule. Je me suis lancée toute seule, quoi. En fait, j'ai pas le temps de perdre mon temps à faire des choses que j'ai pas envie de faire dans ma vie. Donc je fais les choses que j'ai envie de faire, et si pour pouvoir être créatrice pleinement, il faut entreprendre, j'entreprends, tu vois. Et j'ai de la chance d'avoir un entourage qui est complètement à l'écoute de ça. Personne me dit « Non, mais t'es folle, va pas te lancer là-dedans ». Tout le monde fait « Ah ouais, d'accord ». Et puis je rebondis. En fait, le pire, c'est que ça marche pas. Je ferai autre chose, en fait. J'ai eu une éducation qui était hyper patriarcale. Et oui, mon frère
Donc mon petit frère aurait lancé ça, sa boîte. Mes parents auraient été derrière. C'est génial, mon fils, vas-y, tu peux le faire, ce que tu fais, c'est top. Et moi, c'est ouais, enfin, t'aurais pu faire mieux, quoi, c'est pas GG. Donc oui, je pense que le genre a un impact, mais tout dépend de l'éducation qu'on a eue chez nous, quoi. En fait, il y a tellement cette image de la femme, ça reste à la maison. C'est fait pour faire les tâches ménagères, c'est fait pour faire la bouffe, c'est fait pour élever ses mômes. Que, en fin de compte, quand on sort de ce cadre hyper, comment dire, archaïque, en fait, c'est hyper archaïque, on se dit, oula, est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Est-ce que c'est quelque chose... C'est inconscient, en fait, mais on peut pas s'empêcher de se poser la question, de se dire, ouais, mais est-ce que je fais pas une connerie, en fait? Est-ce que je ferais pas mieux juste d'écouter ce que mes parents, mes grands-parents ont pu me dire? Tout est possible. Tout est possible. Moi, la phrase que j'aurais aimé entendre, c'est « Mais t'as tout en toi. Arrête d'aller vouloir chercher à l'extérieur la validation des autres, l'argent, le machin, le truc. Non, tu l'as en toi, ça. Et c'est toi qui crée ce que t'as envie de créer, quoi. » Et moi, je rajouterais... c'est ça, ce que tu es bien assez. Et même ce que tu es crée ta réalité et ton quotidien. Et ça, on a le pouvoir là-dessus. J'ai eu affaire à un partenaire, étonnamment, c'est avec une autre femme qui, au début, était hyper enthousiaste à l'idée de m'exposer. Génial, tes créations, c'est super. Moi, je veux tant de ça, je veux tant de ça, je veux tant de ça. J'étais super contente. Je me suis dit, si elle a tant d'assurance par rapport à ça, c'est qu'elle est capable de le vendre et qu'elle est capable de me vendre, moi, en tant que personne aussi. Au bout de 2-3 mois, j'ai un contact de la personne qui me dit oui, là, il faut que tu récupères tes produits parce que ça se vend pas. C'est un fait, c'est horrible. J'étais même pas au courant que c'était possible, mais vraiment, il y a un peu ce système de passif-agressif entre femmes qui est hyper présent. Je suis jeune, j'ai 23 ans, j'ai une tête de nounours, je suis un petit sucre en fait, j'ai absolument pas d'assurance, j'ai absolument pas de confiance en moi et effectivement, quand on me voit arriver, on se dit celle-là, je vais la manger, quoi. Et je me fais manger. Mais avec le temps, on apprend à s'affirmer et à devenir une femme plus robuste, on va dire. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est d'autant plus riche, cette concurrence. Je trouve qu'on a toute notre façon d'être au monde qui est différente. Je le relie beaucoup aussi avec... où chaque femme, en tant qu'entrepreneur, elle va en être dans son cheminement et quelle confiance elle va incarner. Parce que je me dis que quand on a foi en ce qu'on fait et quand on a une confiance en ce qu'on fait et en ce qu'on dégage, du coup, on a toute notre pierre à apporter à l'édifice. Et au contraire, moi, je suis en relation avec d'autres femmes coachs ou qui sont dans le même domaine que moi et je les perçois pas comme des concurrentes, je les perçois comme des personnes avec qui je vais pouvoir partager, avec qui je vais pouvoir enrichir justement ma pratique, ma façon d'être, voilà. On emploie beaucoup ce mot-là, mais ce terme de sororité que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup. Qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est entre femmes, des choses qui se disent, qui se ressentent, qui ne sont pas du même ordre et qui ne sont pas aussi subtiles que quand il y a un homme, même voilà, le côté masculin qui est là. Depuis 1 an que je me suis lancée, je n'ai pas rencontré d'homme. Voilà. Les nanas je vais dire les nanas, j'aime bien ce terme-là, les nanas qui tiennent mes points de vente, c'est des nanas, elles sont entrepreneurs, elles ont toute tranche d'âge, ça va de la trentaine, ça ouvre une épicerie vrac, à j'ai 45 ans passés, j'ouvre une boutique pour lutter contre le cancer des femmes. Voilà, et c'est des femmes qui créent des entreprises, qui sont créatrices d'initiatives, qui n'ont pas peur de se mouiller, qui n'ont pas peur de tenter des choses et de créer de la solidarité entre nous et de tisser du lien pour les femmes. Donc c'est des femmes qui font pour les femmes beaucoup. Moi, c'est beaucoup ça que je rencontre. Et c'est génial, en fait. C'est génial d'avoir enfin cette émulsion. Moi, j'ai entendu toute ma vie ma mère dire ah non, mais les femmes entre elles, au travail, c'est comme ci, c'est comme ça se crêpe le chignon. Eh ben non. Non, en fait, on est en train de démontrer que c'est juste que c'était quelque chose à déconstruire
et qu'on est hyper solidaires les unes avec les autres et qu'on s'apporte vachement. Et ça nous oblige à donner de la parole, tu vois, voilà, à donner du sens encore plus à ce qu'on fait entre nous. Moi, j'adore. Voilà. Même moi, j'ai que 25 ans et pourtant j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à déconstruire. Et donc en fait, voilà, le travail qu'on essaye de faire, c'est pour que les générations futures, il n'y ait pas besoin de déconstruire, en fait, que ce soit juste naturel. Et voilà. Parce que même moi, des fois, il y a des trucs, je le sais, maintenant que j'essaie de déconstruire tout ça, mais j'ai l'impression que c'est ancré quand même dans mon corps, dans ma tête, et c'est plus dur que juste de le savoir, en fait. Et donc quand j'ai commencé à me renseigner sur le féminisme, j'ai vu qu'il y avait un séjour de 3 jours qui s'appelle La Grenade, à Paris, qui est organisé, et donc j'y suis allée. Et donc déjà c'était une grosse démarche pour moi parce que c'était totalement sortir de ma zone de confort, d'y aller toute seule, monter à Paris avec des gens que je connaissais pas pendant 3 jours. Au début j'étais pas très bien, mais bon après au final ça a été les 3 jours qui m'ont fait le plus grandir, je pense. Il y avait des intervenants sur le féminisme, sur l'antiracisme, sur l'écologie, et c'était vraiment très intéressant. Et après, j'écoutais beaucoup de podcasts, je lisais des livres et je suivais des comptes Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que les injonctions, les injustices faites aux minorités, notamment aux femmes, ça me touchait profondément. C'est pour ça que j'ai voulu donner de la visibilité au clitoris. J'ai fait des bijoux pour qu'on puisse le porter fièrement dans l'espace public et le revendiquer, ou aussi des magnettes, des porte-clés pour les endroits plus intimes. En fait, je les sculpte à la main, donc en argile polymère. Après, je les fais cuire au four pour qu'ils durcissent. Pourquoi j'ai fait des clitoris ? Parce qu'en fait, le clitoris, il manque beaucoup de visibilité. En fait, j'ai appris il n'y a pas si longtemps à quoi ça ressemblait. Au début, on pense que c'est que le gland, et en fait, pas du tout. C'est vraiment un organe. Là, il est tout petit, mais il mesure entre 10 et 13 cm. Donc voilà. La première représentation en 3D, c'est en 2016. Et la première représentation en entier dans un manuel, c'est 2017, alors que ça faisait vraiment bien longtemps qu'on savait à quoi ressemblait un pénis. Si le pénis et le clitoris ont tant de similitudes, en fait, pourquoi un clitoris, c'est tabou ? Pourquoi il dérange plus que le pénis ? Et donc j'essaie de le représenter de façon jolie, qui soit le plus esthétique, coloré possible. Donc je fais de toutes les couleurs, comme ça j'essaie de le dédiaboliser. Et voilà. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes ateliers. Tu vois, là je te fais des ateliers avec les femmes de la Cité Nègre-Neisse. C'est l'association Sosigno, La Passerelle, qui m'a contactée il y a 1 an parce que justement je communiquais beaucoup sur les ateliers, ce que j'ai moins fait depuis le Covid évidemment, et sur le fait que j'étais éducatrice spécialisée, donc que je proposais des ateliers qui allaient être adaptés au public. L'objectif, il est de sortir ces femmes du contexte dans lequel elles ont l'habitude d'être. Ce sont des femmes qui sont issues de l'immigration pour la plupart, et qui ont l'habitude d'être mère au foyer, d'être maman, d'être la cuisinière, d'être la femme d'eux, et qui n'ont pas l'habitude de se revendiquer en tant que je suis et je fais. Et ce que je fais, ça a de la valeur et ça a du sens. Donc c'est une belle parenthèse où elles sortent de leur famille, leurs enfants sont pris en charge par l'autre partie de l'association Sosigno. Et avec moi, on prend le thé, on prend des biscuits, on a des discussions de femmes, du coup, parce qu'il y a toute tranche d'âge. Donc on est la plus jeune à 21 ans et la plus âgée en a 65. Voilà, et on a des grands échanges autour de ce qu'on est, ce qu'on devient, ce qu'on ressent en tant que femme. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur j'ai un aspect créatif, mais ce que je crée, ça vaut quelque chose. Et donc, potentiellement, je suis libre d'être mon propre chef et mon propre patron de ce que je fais. Voilà. En fait, là, c'est déconstruire complètement
son jugement de donner de la valeur à ce que tu fais. Tu vois ? Et du coup, on est tous légitimes de faire ce qu'on veut, quand on veut, du moment qu'on le fait pour soi et qu'on le fait avec de l'amusement. Vous venez d'écouter le 2e des 5 épisodes de la série Parle avec les pépites. L'association Parle avec elles tenait à remercier les structures partenaires pour leur soutien précieux, ainsi que tous les bénévoles et les équipes qui ont participé à l'organisation du marché. Merci également aux créatrices pour leur temps et leur ouverture. Parle avec les pépites, un podcast produit par Parle avec elles et réalisé par Écran Sonore. Réalisation éditoriale et montage, Oriane Marty. Mixage et sound design, Grégoire Moussard. Retrouvez le 3e épisode, Créativité, Réalité, lundi prochain. En attendant, tout l'univers d'Écran Sonore vous tend les bras sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Art, patrimoine, société, une narration sensible et enrichissante.